Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Mais avant ça, j'ai une petite question pour vous. Comment se passe ce début d'année 2025? Parce que on commence à être vers la fin du mois et de mon côté, ça fait oui, non, tu sais, ça fait comme ça, tu vois, des petites vagues. Oui, non, il y a des bonnes nouvelles, pas bonnes nouvelles. C'est ok, tiers, voilà. Mais c'est pas plus tiers ou moins tiers. Voilà, donc j'aimerais savoir si vous, ça commence bien ou si ça commence mal. Voilà, allez, prenez votre petite boisson et installez-vous confortablement. Et pour ce premier thread d'horreur, sachez que c'est une histoire d'une abonnée qui m'a été envoyée sur delcorstory@gmail.com. Alors si toi aussi tu veux envoyer une histoire, ça se fait là-bas. Et en plus d'avoir toute cette histoire, on a des photos. Vous les aurez en temps voulu. Je vous lis le petit message un petit peu au début, et puis après on passe en troisième personne. Coucou Delcor, j'espère que tu vas bien et que tu liras ma longue histoire qui, bien qu'ayant démarré depuis ma naissance, débute réellement aujourd'hui. L'histoire, je peux vous dire qu'elle est à la fois flippante mais fascinante. On va parler de Chelsea, une abonnée de 25 ans qui a toujours été attirée par le paranormal et tout ce qui touche au spirituel. Mais avant de te plonger dans son histoire, il faut que je te mette dans le contexte, sinon tu vas rien comprendre. Sa mère, elle a rencontré son père au Cameroun quand elle avait 15 ans et entre eux, c'était l'amour fou. À 16 ans, elle tombe enceinte de jumeaux, mais comme elle était encore étudiante, ils ont décidé d'interrompre la grossesse. Sauf que ça a vraiment traumatisé sa mère, tellement qu'à 18 ans, elle et son père ont décidé de tout faire pour avoir un enfant. Mais bon, ça allait être bien plus compliqué que prévu. Après 2 ans d'essais et de traitements médicaux qui ont tous foiré, son père lui parle d'une tradition de sa tribu, les Sawa, appelée le Ngondo. C'est une tradition où ils communiquent avec les esprits de l'eau du fleuve Wouri. Cette fête a lieu chaque année, du 1er dimanche de novembre au 1er dimanche de décembre. Pendant 3 semaines, ils prient, chantent et honorent ces esprits. Le dernier jour, un initié, appelé le messager, plonge dans l'eau pour apporter un vase sacré, qui contient le message des esprits pour l'année à venir. Cette année-là, en 1998, le message était « Toute femme qui ne parvient pas à concevoir verra son vœu exaucé ». Pour cela, il faudra se rendre dans la nuit du 31 décembre 1998 au 1er janvier 1999 dans un cours d'eau avec son compagnon, s'il avait, tout en parlant à voix haute de sa volonté d'avoir un enfant. Une fois le rituel accompli, il faudra partir sans se retourner. Quand la mère de Chelsea a entendu ça, elle a tout de suite été partante. Elle était super spirituelle et avait déjà vécu tellement d'échecs, donc elle était prête à tout. Le jour J, ils font le rituel dans une rivière, rentrent chez eux sans se retourner. Et bon, vous voyez ce qu'ils ont fait après, pas besoin de vous faire un dessin. Les 3 mois qui ont suivi, sa mère continuait d'avoir ses règles et ne se doutait de rien. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de 3 mois, elle et son père étaient aux anges. La grossesse s'est bien passée, mais l'accouchement a été un peu chaud. Chelsea a dépassé le terme et on a dû rompre la poche des os. Et en plus, elle s'est présentée en position siège. Mais bon, un matin de pluie torrentielle en octobre 99, ouais, encore de l'eau. D'ailleurs, sa première phrase complète c'était « L'eau, c'est la vie ». Chelsea est enfin née. Les premiers mois, tout allait bien, elle était parfois malade, mais rien de grave. Par contre, à partir de son premier anniversaire, tout a commencé à dérailler. Récemment, Chelsea a eu une conversation avec sa tante qui lui a révélé des détails qu'elle ignorait totalement. Et ça lui a vraiment foutu la chair de poule. En fait, quand elle était petite, elle voyait des esprits et des petits lutins qui couraient partout. Ils lui montaient dessus et lui tiraient la langue. Elle hurlait, pleurait, leur criait de la laisser tranquille, avec le peu de mots qu'elle maîtrisait à 1 an. Sa tante lui a expliqué comment se manifestaient ces crises. Avant que ça commence, Chelsea pointait du doigt un endroit précis. Son corps devenait raide de peur et elle disait « Regardez, regardez, ils me tirent la langue, ils sont là, ils arrivent. Laissez-moi tranquille, partez, je ne veux pas. » Ensuite, elle se mettait à hurler, pleurer, puis elle convulsait et ses pupilles disparaissaient. Sa famille, très croyante, se mettait à prier et elle revenait petit à petit à elle. Ces crises, elle en faisait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Sa famille a essayé tous les hôpitaux de Douala, mais aucun médecin n'a trouvé d'explication clinique à son état. Avec le temps, les crises s'aggravaient. Elle avait des ganglions au cou, de la fièvre, sa langue se fissurait, elle en a encore des séquelles d'ailleurs, et elle ne mangeait presque plus. À chaque fois qu'elle semblait aller un peu mieux, ces petits lutins revenaient la narguer et personne d'autre ne pouvait les voir. Quand elle a eu 2 ans, les lutins ont été remplacés par un boa qui entrait dans la maison. Personne ne le voyait, sauf elle. Même scénario, elle le pointait du doigt,
pleurait, lui demandait de partir et convulsait. Petite parenthèse, Chelsea a appris récemment que ce boa était le totem spirituel d'un vieil homme du quartier. Il l'envoyait dans les maisons des voisins pour se nourrir de bébés et d'enfants, afin de gagner en longévité. Ça explique peut-être sa phobie des serpents. Quant à sa peur des profondeurs aquatiques, c'est peut-être lié au rituel de sa conception. Bref, toute sa famille se sentait impuissante. Sa mère, sa grand-mère, ses tantes, ses oncles, son père, tous étaient dépassés par la situation. Et Chelsea, elle vivait ça au quotidien, sans comprendre ce qui lui arrivait. Pour vous remettre dans le contexte, ce vieil homme du quartier qui envoyait son boa spirituel pour manger des gamins, il a eu sa longévité. Mais à quel prix ? Beaucoup d'enfants dans le quartier sont morts, y compris les siens. Cet homme a 98 ans aujourd'hui, mais il a perdu tous ses enfants, un par un, et vit tout seul. Franchement, c'est quoi ce deal pour vivre quelques années de plus? Bref, comme on dit, Dieu voit tout et sa justice finira par tomber. Je reprends bien évidemment les mots de notre petit abonné. Mais du coup, revenons à Chelsea. Un soir, vers 23h, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore une énième convulsion à cause de ces trucs invisibles qu'elle voyait et qui l'a traumatisée. À 2 ans et demi, c'est pas normal de vivre ça. Sa grand-mère, sa mère et sa tante, celle qui lui a raconté plein de détails plus tard, elles l'ont prise dans leurs bras et l'ont emmenée chez un guérisseur du quartier qui faisait des miracles à l'époque. Dès qu'il l'a vue, le guérisseur a tout de suite compris. Il a dit, elle voit des choses, elle a un don. Elle est née avec la faculté de voir l'invisible. Ce qu'elle voit l'effraie parce que ça ne veut pas être vu. Et ça la nargue parce que vous ne pouvez pas le voir. Le boa qui la suit veut la manger et ne la lâchera pas parce qu'elle a une étoile énorme qui brille très fort. Sans vos prières, elle serait déjà morte. Le don qu'elle a est trop puissant pour son âge. Il n'était censé se développer qu'après une certaine maturité psychique et spirituelle. Forcément, personne n'était vraiment surpris par ce qu'il disait. Mais elles se sont demandé pourquoi elle n'était pas venue le voir plus tôt. Le guérisseur leur a expliqué que Chelsea avait 4 yeux, 2 visibles et 2 invisibles. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance, différent de la clairsentience et de la clairaudience, au cas où on se poserait des questions. Il fallait absolument fermer ses 2 yeux invisibles pour qu'elle arrête de voir ses esprits et qu'il la laisse tranquille. Pour ça, le guérisseur a dit à sa mère qu'il fallait faire un rituel. Elle devait trouver une poule et quelques plantes indigènes, dont de l'Ageratum conizoide, plus connu au Cameroun sous le nom de roi des herbes. Le lendemain, une fois tous les ingrédients réunis, elles sont retournées chez le guérisseur. Il a fait quelques entailles au niveau de ses côtes et de ses pommettes. Puis il a frotté le mélange de plantes sur les blessures en récitant des versets bibliques. Et ensuite, bon, si vous avez capté qu'il y a une poule, forcément, vous imaginez bien qu'est-ce qui va se passer. Donc si vous voulez passer 10 secondes, voilà. Il a pris la poule, il a positionné son bec sur les entailles pour qu'elle aspire le mélange de sang et de remède. Et enfin, il s'est passé ce qui s'est passé avec la poule. Voilà, vous comprenez. Une fois le rituel terminé, avant qu'elle ne parte, le guérisseur a dit à sa famille « Bon, j'ai fermé ses yeux, je ne les ai pas fait disparaître. Un jour, elle retrouvera ce don. Ce sera à elle de décider si elle veut en faire bon usage ou si elle les ferme à nouveau. » Quand elles sont rentrées à la maison, ses parents ont décidé d'emménager dans la maison secondaire de son père, dans un autre quartier, pour éviter que le boa ne mange Chelsea. Parce que bon, maintenant qu'elle ne le voyait plus, elle ne pouvait plus prévenir sa famille pour qu'il prie. Et une semaine après, elles ont appris que le guérisseur était devenu aveugle et 2 semaines plus tard, il est mort. Chelsea a appris récemment que sa famille a longtemps soutenu financièrement la famille du guérisseur par culpabilité, parce qu'il faisait le lien entre son état de santé qui s'était dégradé rapidement et la guérison de Chelsea. Bon voilà, maintenant que le contexte est posé, voilà il en fallait un forcément, on va passer à la suite. Je vous l'ai dit, c'est une grande histoire. Depuis que ce guérisseur l'a soignée à 2 ans et demi et qu'elle est arrivée en France l'année suivante, Chelsea n'a plus jamais vu de choses paranormales qui l'aient marquée. Jusqu'à il y a quelques mois. Un jour, vers 17h30, Chelsea rentre du travail. Elle est dans sa voiture, garée pas loin de chez elle. Elle scrolle un peu sur son téléphone avant de sortir. Et là, tout à coup, l'atmosphère s'alourdit. Bon, c'est l'été, tu me diras, mais là, c'est pas une question de météo. Elle a la sensation d'être observée. Elle regarde autour d'elle, sur les côtés, derrière. Personne. Mais elle sent qu'on la fixe intensément, comme si quelque chose ou quelqu'un la regardait sans qu'elle puisse le voir. Cette impression est tellement oppressante qu'elle décide de verrouiller la voiture et d'attendre avant de descendre. Elle se dit qu'il y a peut-être un malade qui l'observe dans un angle mort. Franchement, avec tous les détraqués qui traînent, sans compter qu'elle regarde tout le temps des threads d'horreur, donc son imagination est en surchauffe. Elle se sent comme prise dans un guet-apens.
Elle suit son instinct, verrouille les portes, baisse son siège pour être moins visible. Même si bon, s'il y avait vraiment un taré, il aurait bien vu qu'elle est toujours là. À moins d'être Léo dans Charmed, elle peut pas juste disparaître. Vous voyez le genre. Du coup, Chelsea est là, dans sa voiture, en train de se dire qu'elle est peut-être piégée s'il y a vraiment quelqu'un qui veut lui faire du mal. Elle lève les yeux, et là, c'est pas un déséquilibré qu'elle voit. Et franchement, elle se demande si elle aurait pas préféré voir un taré, plutôt de voir ce qu'elle voit. Elle lève les yeux et voit cette chose à la fenêtre du 6e étage de l'immeuble en face. Au début, elle se dit que c'est peut-être juste une personne âgée qui regarde par la fenêtre pour écouter les cancans du quartier. Mais plus elle la fixe, plus elle se rend compte que ce qu'elle voit n'est pas humain. Le visage de cette chose est un mélange entre un visage humain très pâle et une tête de chèvre ou de bouc. Le tout est recouvert d'une sorte de voile sombre et ombré. Chelsea se demande si elle hallucine. Elle se frotte les yeux, les plisse, rapproche sa tête pour mieux voir. Mais cette chose est toujours là, à la fixer. Et le pire, c'est qu'elle ne bouge pas d'un pouce. Rien d'humain là-dedans. Pas un seul réflexe. Elle ne la voit pas respirer, ni même cligner des yeux. Absolument rien ne lui donne l'impression que ce qu'elle voit est vivant. Dans un élan d'incompréhension et d'adrénaline, Chelsea décide de prendre une photo. Elle se dit que c'est peut-être une ombre, qu'elle a été victime de pareidolie. Vous savez, c'est ce truc dans votre cerveau qui associe une forme vague à quelque chose de reconnaissable, comme un visage ou un animal. Oui, vous voyez le genre. Elle prend des photos, elle zoome et là, elle voit exactement ce qu'elle voyait de loin depuis le début. Je vous mets des petites photos pour que vous puissiez juger par vous-même. Et vous allez voir, c'est quand même flippant. Sur le coup, elle est tellement choquée qu'elle se dit qu'il faut qu'elle prenne une vidéo. Mais au moment où elle appuie sur l'objectif, la chose disparaît devant ses yeux. Comme par hasard, son objectif n'est pas en mode vidéo, mais en mode photo. Donc ce qu'elle capture, c'est une sorte de fumée qui marque l'évaporation de cette chose. Normalement, il y a aussi une autre photo qui est là-dessus. Pour être honnête, Chelsea n'avait pas peur, elle était juste surprise. Elle ne craignait pas cette chose, elle savait au fond d'elle qu'elle était plus forte et qu'elle était protégée. Elle en a parlé à sa tante et lui a montré les photos. Et c'est là que sa tante lui a expliqué avec plus de détails ce qui lui était arrivé quand elle était petite. Et ces derniers temps, Chelsea ressent une exacerbation de sa sensibilité spirituelle. Elle pense qu'à 25 ans, son don est en train de se réveiller et que ses yeux invisibles commencent à se rouvrir. Parfois, elle a des rêves prémonitoires et des intuitions tellement fortes qu'elle les ressent physiquement. Chair de poule, bouffée de chaleur, frissons, spasmes, nœuds dans le ventre. Elle a toujours eu ce 6e sens, ce discernement qui la guide et ce magnétisme qui attire les gens vers elle. Mais depuis quelques mois, tout ça s'est amplifié. Et elle sent que ça va continuer à s'accentuer. C'est dans des moments comme ça qu'elle aurait aimé que sa grand-mère soit encore en vie. Elle aurait pu en discuter avec elle, avoir des conseils. Sa grand-mère, c'était une âme sage et pure, paix à son âme. Le guérisseur qui l'a soignée quand elle était petite n'est plus de ce monde non plus, paix à son âme également. Elle aurait aimé qu'il l'aide à apprivoiser et développer ce don. Elle aurait eu tellement de questions à lui poser. Pourquoi elle déjà ? Pourquoi ce don? Est-ce que c'est à cause de la façon dont elle a été conçue? Comment utiliser ce don pour faire le bien, comme lui il l'a fait? Et cette chose qu'elle a vue, peut-être qu'elle voulait lui dire quelque chose. Peut-être qu'elle avait besoin d'aide. Chelsea n'a pas su interpréter ou comprendre pourquoi elle l'a vue. Beaucoup de questions restent sans réponse pour l'instant, mais elle continue son enquête. Elle compte aller voir un énergéticien pour aligner son corps et son esprit, et par la même occasion, ses yeux visibles et invisibles. Elle est persuadée que ça, combiné à beaucoup de prières, l'aidera à comprendre, accepter et utiliser ce don à bon escient. Et d'ailleurs, il faut savoir que Chelsea, elle nous a pas tout partagé. Elle a essayé de mettre des petites anecdotes un peu de côté parce que sinon ça aurait été encore plus long. Et d'ailleurs, cet abonné qu'on remercie déjà chaleureusement, s'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, ça, des fois je vous le demande un petit peu. J'aimerais bien que ça soit un petit peu... N'hésitez pas vraiment à dire merci dans les commentaires parce que ça fait vivre la chaîne. Donc c'est pour ça que moi je te remercie de me partager ça. Sachez que cette personne m'a partagé une autre histoire aussi qui est, ma foi, qui n'est pas spirituelle, m'en parlant. Mais par contre, un vrai thread d'horreur, et vous allez capter, c'est une dinguerie aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire merci aux gens qui partagent dans les commentaires parce que c'est trop cool. C'est techniquement des threads que vous verrez pas alors, normalement sur les autres chaînes, puisqu'elles m'ont été partagées en email, donc privé. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur Insta, Insta n'importe quoi, je vais le laisser au montage, c'est pas grave. Reddit, d'autres forums et tout. Donc franchement, c'est trop cool. Je pense que ça peut motiver d'autres gens à en partager. Et en plus, l'histoire, elle est folle. Moi, j'ai kiffé. Vraiment, c'est pas des histoires qu'on a tout le temps. Vraiment spirituelles et tout. Je kiffe trop. La manière comment c'est amené et tout. Le fleuve, les choses comme ça, les spiritualités qui viennent d'Afrique et tout. J'ai trop kiffé. Vraiment, voilà. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me le dire. Mais pour ça, je l'ai mis en premier thread. Voilà, bref. J'ai trop kiffé. Je sais pas quoi dire de plus. Mais trop bien. Un grand merci à toi encore une fois. Ça fait plein de fois, je crois, mais c'est pas grave. Allez.
On passe au prochain thread. Une de ces soirées d'été où la chaleur te colle à la peau et t'empêche de respirer, Mary a une envie de coca qui la travaille. Il doit être dans les environs de 22h30 et son frigo est désespérément vide. Alors elle se motive à descendre à l'épicerie du coin, à 5 minutes à pied de chez elle. Une idée qui paraît simple, mais qui va tourner au cauchemar. Le quartier est plutôt tranquille en journée, mais la nuit l'ambiance change. Les rues sont désertes, éclairées par quelques lampadaires qui vacillent comme dans un mauvais film d'horreur. Pas le genre d'endroit où t'as envie de traîner. Mary sort en douceur pour pas réveiller ses parents, claque la porte doucement et commence à marcher. Au début, ça va, mais dès qu'elle quitte sa rue, elle ressent un truc bizarre. Comme une impression de malaise, un frisson qui lui remonte les chines. Elle se dit que c'est juste la fatigue ou la chaleur, rien de sérieux. Alors, elle continue. Puis à mi-chemin, elle le voit, une silhouette, là-bas, plantée sous un lampadaire. Un homme grand, mince, immobile. Il regarde dans sa direction. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle ralentit un peu, le cerveau qui essaye de comprendre. Est-ce que c'est un gars du coin, quelqu'un qui fait juste une petite pause? Mais il y a un truc qui va pas. Il bouge pas. Rien. Comme s'il était figé. Mary sent un frisson lui traverser tout le corps. Mais elle essaye de se rassurer. Elle avance sans trop le regarder, espérant qu'il finira par bouger. Mais non, il reste là, comme une statue. Quand elle arrive à quelques mètres de lui, elle remarque qu'il porte un long manteau noir, complètement absurde vu la chaleur. Et il a une capuche qui cache la moitié de son visage. Et ce regard, elle le sent carrément. Même si elle voit pas ses yeux, elle sent qu'il la fixe, qu'il la transperce. Ça la met tellement mal qu'elle peut pas s'empêcher de jeter un coup d'œil. Là, c'est une erreur. Elle comprend qu'il la regarde vraiment, fixement, sans cligner des yeux. Le visage est dans l'ombre, flou. Mais ce regard, il est glacial, inhumain. Mary sent son cœur s'emballer. Elle accélère le pas, se disant qu'en marchant vite, il la laissera tranquille. Pourtant, à chaque pas, elle a cette sensation qu'il la suit du regard, comme s'il l'accompagnait dans son esprit. Quand elle arrive enfin à l'épicerie, elle se précipite à l'intérieur. La lumière agressive et l'odeur de chips devraient suffire à la calmer. Mais non, elle chauffe son coca, va faire la queue. Mais bien sûr, une vieille dame devant elle prend 3 plombes à chercher ses petites pièces. Mary, elle est sur les nerfs, tout ce qu'elle veut, c'est payer et sortir. Quand elle ressort enfin, elle le revoit, le même gars. Il est à l'angle de la rue, juste là où elle doit passer pour rentrer chez elle. Immobile, toujours en train de la fixer. Mary sent la panique monter d'un coup. Elle réfléchit vite, retourner à l'épicerie, demander de l'aide au caissier. Mais ce type, il a à peine quelques années de plus qu'elle. Il pourra rien faire. Elle reste plantée là, le cœur battant, incapable de bouger. Mary sait que le caissier n'aurait probablement rien pu faire. Alors, elle décide de prendre un détour, un chemin plus long pour rentrer chez elle, en espérant que ça suffira à semer le type. Elle passe par d'autres rues, moins bien éclairées, mais plus larges. Tout le long, elle garde un œil derrière elle, tendu. À chaque virage, elle s'attend à le voir surgir, mais il n'est nulle part. Petit à petit, elle commence à se calmer. Elle se dit qu'elle a peut-être psychoté pour rien, que le gars a sûrement lâché l'affaire et qu'il n'en avait rien à faire d'elle en fait. Mais juste avant d'arriver chez elle, en remontant l'allée qui mène à sa porte, elle jette un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Et il est là, immobile, à l'entrée de sa rue, sous un lampadaire, en train de la fixer. Comme s'il savait où elle habitait, comme s'il attendait quelque chose. Mary panique, elle se met à courir, atteint sa porte en vitesse, la claque derrière elle et verrouille à double tour. Sans prendre une seconde, elle monte direct dans sa chambre, sans faire de bruit, le cœur qui cogne comme un tambour. Cette nuit-là, elle ne dort pas, c'est impossible. Elle est convaincue qu'il est là, dehors, quelque part, en train de l'observer dans l'ombre. Le lendemain matin, après avoir hésité un moment, Mary finit par se lever et regarder par la fenêtre. Rien, le type a disparu. Elle ne le reverra plus jamais après ça. Mais cette peur, elle reste pourtant. À chaque fois qu'elle sort tard le soir, elle ressent cette appréhension, cette angoisse qu'il soit là, quelque part, à attendre. Peut-être qu'elle s'est fait un film, peut-être pas. Mais ce regard glacial et inhumain, elle ne l'oubliera jamais. Alors je vous avoue, ce thread, c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est Arzil. Et du coup, j'étais en mode, attends, me dis pas qu'elle va repasser devant. Ça va, elle a fait un détour. Elle a pris une autre rue, parce que j'étais en mode, attends, c'est moi ou si elle passe devant, quand même, c'est abusé. Enfin, c'est pas abusé, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut passer là, mais tu sens que le mec, il est chelou, il est trop chelou. Pourquoi t'attends sous un lampadaire comme ça, mystérieux, capuche, nanani, on voit rien. Il a un long manteau alors qu'on est en été. Chacun fait ce qu'il veut, mais tranquille, c'est chelou.
Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Aileen, une nana qui a vécu des trucs de ouf. Elle a déménagé dans l'état de Washington il y a 6 ans. Avant ça, elle a vécu dans 6 autres états et même à l'étranger. Elle a vu des trucs bizarres et entendu des histoires de paranormal. Mais elle-même, elle avait jamais vraiment vécu ce genre de truc. En 2018, elle emménage dans une maison en location. Et là, dès le début, ça commence à péter. Elle entend des trucs genre, des fois, elle bosse seule à la maison et elle entend des gens monter les escaliers et frapper aux portes. Elle se précipite à l'étage et paf, plus rien. Ou alors, elle appelle et silence total. En plus, il y a d'autres trucs chelous. Les lumières de la salle de bain qui clignotent sans arrêt. Ces bijoux qui disparaissent et qui réapparaissent quelques jours plus tard. Bref, c'est un vrai bordel tout ça. Mais le pire, c'est les coups à la porte de sa chambre. Elle entend ça, elle ouvre et en fait, y a rien du tout. Ça arrive plusieurs fois, son mari la croit carrément folle. Et puis, 1 an après leur emménagement, elle vit le truc le plus flippant de sa vie. Un soir, elle bosse tard, elle fait de la paperasse et là, sa caméra Ring détecte un mouvement. Elle regarde sur son téléphone et elle voit une lumière orange bizarre qui flotte devant sa porte d'entrée. Elle est en mode, c'est quoi ce délire? Elle va à la porte, regarde par la fenêtre et elle voit cette espèce d'orbe orange. Elle pousse un cri, se barre à l'étage et se cache sous la couette. Ouais, c'est super mature comme réaction, mais en fait, elle était vraiment traumatisée. Après ce jour-là, elle a jamais revu cette orbe. Quelques années plus tard, elle déménage dans une autre maison. Une belle maison plus récente, mais encore une fois, trop proche des bois. Et Aileen, les bois la nuit, c'est pas son délire. Rapidement, elle commence à entendre des bruits bizarres, des coups, des trucs qui claquent. 1 mois après, ça dégénère. Sa vie de famille part en cacahuète. Ses gosses dorment mal, tout le monde tombe malade, son fils de 15 ans lâche le lycée du jour au lendemain. Bref, c'est la merde. Et puis au printemps 2024, ça repart de plus belle. Leur compte bancaire se fait hacker, ils perdent des milliers de dollars et leur camion tombe en panne. Il est irréparable. Aileen a un accident de voiture, sa caisse est détruite, elle se retrouve avec une commotion et des problèmes au cou. Bref, c'est la cata. Elle commence à mal dormir, elle se sent jamais à l'aise dans sa chambre et sa salle de bain. Il décide alors de prendre 10 jours de vacances pour se changer les idées. Aileen a ce sentiment que leur maison est infestée par des entités, mais elle se l'avoue pas vraiment. Quand ils reviennent, c'est pire, la maison semble possédée. Des pas dans les escaliers, des coups, des lumières qui clignotent, des objets qui disparaissent encore plus. Aileen n'arrive pas à dormir, elle entend des grattements sur les murs. Ses chiens hurlent comme jamais au milieu de la nuit. Un jour, elle aide un de ses gosses à faire ses devoirs et là, elle voit une silhouette passer devant elle. Une espèce de forme vague mais qui ressemble à une personne. Son mari la voit blanche comme un linge, complètement flippé. Le truc qui a tout fait basculer, c'est la nuit suivante. Aileen se prépare pour aller se coucher et elle entend comme si quelqu'un sautait avec des bottes et grattait fort. Elle crie pour que ça s'arrête et bizarrement, ça s'arrête. Elle reste assise là, choquée pendant 10 minutes. Puis elle ferme un tiroir de sa salle de bain et elle entend le même tiroir se fermer derrière le mur. Ensuite, elle entend frapper à sa porte et sa fille qui parle. Elle lui dit d'entrer, mais sa fille n'entre pas. Elle ouvre la porte et il n'y a personne. Aileen court dans la chambre de sa fille et lui demande si c'était elle qui avait frappé. Sa fille lui dit que non. Aileen est tellement choquée qu'elle peut même plus parler. Elle ferme la porte à clé et dort dans la chambre de sa fille, mais même là, il y a du bruit. La poignée de porte tremble, des coups de pied lourds dans le grenier. Elles pleurent toutes les deux. Elles sortent alors une croix et une bible, lisent des passages encore et encore. Elles font le signe de croix et supplient pour que ça s'arrête. Après quelques heures, elles s'endorment, épuisées. Le lendemain, Aileen consulte une amie qui fait des lectures et un pasteur. Elle suit leurs conseils, nettoie la maison et en quelques jours, tout se calme. Mais elle ose plus dormir dans sa chambre pendant un moment. Elle continue de faire des rituels de nettoyage pour éloigner les mauvaises énergies. Aileen se demande si au final, il n'y avait pas quelque chose de la première maison qui s'était attaché à elle et qui l'avait suivie dans la nouvelle. On lui a alors dit que ça pouvait être un poltergeist à cause du bruit. Elle trouve ça bizarre que ça soit aussi intense dans sa salle de bain, comme dans l'autre maison. On lui a également dit que le terrain pourrait être un lieu de sépulture amérindien, vu qu'il a été développé seulement en 2007. Aileen pense que ça pourrait être les deux, en tout cas si ça recommence, maintenant elle saura quoi faire. Mais honnêtement, elle souhaite ça à personne. C'était une période hyper dure pour elle, ses enfants et son mariage. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread un petit peu paranormal. Voilà, on va passer au prochain. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca qui habite à la campagne depuis presque 7 ans, dans une rue assez tranquille. Bon, à part quelques cambriolages, dont un dans sa voiture, elle est dans sa chambre sur Discord avec son copain. Il raccroche vers 1 h du matin. Avant d'aller se coucher, elle décide de traîner un petit peu sur la plateforme. Toc toc.
Oui, dans les commentaires, je sais que ça on dit pas toc toc, mais on peut pas dire le vrai nom sinon on est striké. Ok? Environ 10 minutes plus tard, elle reçoit un message de son copain. Il lui dit d'ouvrir la fenêtre pour observer la lune rouge. Apparemment, elle l'a raté et elle est un peu dégoûtée. D'habitude, Rebecca n'ouvre jamais ses volets et elle aime pas trop s'approcher des fenêtres la nuit. Elle a maté trop de threads d'horreur pour ça, mais là elle se dit, allez, pourquoi pas. Elle ouvre son volet sans aucune parano. Et si elle avait su, elle l'aurait pas fait. Elle ouvre son volet, colle sa tête à sa fenêtre et une demi-seconde plus tard, elle capte du mouvement sur sa droite. Elle tourne la tête dans cette direction et là, elle voit quoi? Un foutu bipède qui lève la tête vers elle. Elle distingue vraiment la forme de son corps, son visage et surtout ses yeux, ou plutôt deux petites lumières dans ses yeux. Elle dort jamais dans le noir total, elle flippe trop. Donc sa chambre est un peu éclairée. Elle voit le reflet de la lumière de sa chambre dans ses yeux. Et comme elle est une grande trouillarde, elle panique et referme le volet direct. En fermant, elle le voit se retourner et se mettre à courir. Le plus dingue, c'est qu'elle a 18 ans, mais elle réagit comme une gamine selon elle. Elle se cache sous la couette et envoie un message à son copain pour lui dire qu'il y a un mec dans son jardin. Et là, il lui répond « Qu'est-ce que tu fous? Réveille ta mère !» Du coup, elle se motive, va toquer doucement à la porte de sa mère et lui dit qu'elle pense qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Son beau-père se lève direct en mode alerte et il fonce dans le jardin. Là, Rebecca passe 45 bonnes minutes à attendre dans la maison pendant que ses parents sont dehors. Après ça, elle essaye de dormir même si elle continue d'entendre des bruits bizarres dehors. Elle sait pas si c'est la peur qui lui joue des tours ou s'il y avait vraiment quelqu'un. Sans compter le chat du quartier qui vient miauler sous sa fenêtre, comme pour ajouter un petit peu de suspense à tout ça. Un petit vicelard le chat. Bref, elle se dit que si c'était vraiment un type dans son jardin, même si elle en est quasiment sûre, le gars a eu quand même le temps de filer. Elle sait toujours pas qui c'était ni pourquoi il était là, mais Rebecca en est certaine. Quelqu'un était bien dans son jardin cette nuit-là. D'ailleurs, la famille de Rebecca prévoit d'acheter des caméras de surveillance parce qu'ils en ont aucune dehors pour l'instant. Ce qui la frustre le plus, c'est que les quelques personnes à qui elle a raconté ça pensent qu'elle a mal vu. Mais elle sait ce qu'elle a vu. Et un animal, ça reste pas planté là à se demander oh, je suis grillé ou pas là, est-ce que je devrais me tirer? Elle a vu le type, ou au moins sa silhouette, et elle est sûre qu'il l'a vu aussi. Mais elle se dit qu'avec l'obscurité, si elle le recroisait, elle pourrait sûrement pas le reconnaître. Alors que lui, il saurait exactement qui elle est. Voilà, elle va bien, mais l'image du mec dehors, ça lui fiche quand même un peu les jetons quand elle y repense. Mais bon, elle se dit qu'un mec pas trop con reviendra pas s'il sait qu'il a été repéré, non? Trop chelou, arrêtez de regarder les gens dormir, ça y est, on en a marre. Et voilà les petits potes, ces 5 threads d'horreur sont finis, j'espère que vous les avez kiffés. Si c'est le cas, vous connaissez un gros pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah n'hésitez pas à le faire. Pareil, vous pouvez aller sur mon petit Insta, sur mon petit instant promo, voilà. Si jamais vous voulez plus de threads d'horreur, bah je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.